Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Hey, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour un autre épisode dans ces 2 semaines de webinaires, de conférences dans le cadre du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat. Toujours sur le thème de passer de la performance à l'excellence. Donc, c'est un plaisir pour moi à chaque jour d'avoir de nouveaux invités. Et avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je tiens vraiment à remercier Bronco Marketing et GB Studio de Québec qui sont vraiment le support logistique et technique en arrière de cette diffusion pendant 14 jours consécutifs de conférences vraiment inspirantes et vraiment palpitantes. Donc, aujourd'hui, notre invité, Martin Latulippe. Mais qui est Martin Latulippe pour ceux qui ne le connaissent pas? Martin, qui est un entrepreneur social, un conférencier international de renom, un auteur de plusieurs livres à succès également. Donc, Martin a contribué, de par ses interventions, à former et à entretenir un large réseau, donc des centaines d'organisations qui ont pu bénéficier de ses conférences, de ses formations, de ses ateliers et des milliers de personnes qui ont participé à ses activités. Auteur de plusieurs livres à succès, il est également reconnu pour ses interventions qui sont dynamiques, qui sont humanistes, parce que c'est un grand humaniste, Martin. Donc, auprès de relations, dans ses relations, il y a des entreprises prestigieuses comme BMO, Mercedes, RBC, Toyota et bien d'autres. En 2016, il est devenu le plus jeune conférencier au Canada à être admis au Temple de la renommée canadienne des conférenciers. Donc, Martin Latulippe est également actif en ligne, il fait beaucoup de formations, de conférences et il est présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Martin va nous parler, le thème de sa conférence, de la performance à l'excellence qui est aligné avec le thème, bien entendu, de notre sommet. Puis dans cette conférence, Martin et moi, on va avoir l'occasion de discuter, d'échanger, de partager des idées, des stratégies, de partager aussi sur des outils qui peuvent être utiles à chacun de vous comme entrepreneur dans le cadre de vos activités, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou que repreneur. Donc, c'est un immense plaisir pour moi d'accueillir Martin Latulippe. Martin, bonjour. Allô, François, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Ça va très bien, surtout quand on est en compagnie aussi agréable que la tienne. T'es bien gentil. On a eu bien du fun avant l'enregistrement. On va essayer de retenir nos fous rires pendant l'entretien qu'on va faire ensemble. Mais let's go, je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Bien, merci à toi d'avoir accepté. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Puis, la thématique de la performance à l'excellence, on a eu l'occasion d'en discuter préalablement, Martin. Puis, moi, ce que je trouve personnellement, là, c'est que le mot performance est galvaudé. C'est utilisé à toutes les sauces, de toutes les façons. Puis, la performance n'est pas nécessairement un gage de réussite, de réalisation puis d'excellence. Puis, si j'aimerais t'entendre parler là-dessus, là, comment tu perçois, toi, la performance, autant au niveau des entrepreneurs, puis je sais que tu as côtoyé beaucoup de gens à différents niveaux dans des entreprises, là, mais ce mot performance-là, là, ça te dit quoi, ça t'inspire quoi, puis comment on devrait le considérer là, avec un œil, une approche différente? Écoute, c'est une super bonne question parce que c'est un grand sujet, la performance. Moi, d'abord, avant tout, je pense que la performance, c'est essentiel. Donc, ça veut dire, par contre, on a développé une forme d'aversion en tant que société. Hein. Beaucoup d'organisations, beaucoup d'employés, beaucoup d'humains. Le mot performance est beaucoup associé à la performance à outrance, un peu à une forme de déshumanisation dans la course à quelque chose. Plus de profit, plus de clients, plus de parts de marché. Et il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Ça a aussi été ça. Et parfois, il y a certaines organisations qui n'ont pas fait le virage pour voir comment est-ce qu'on peut construire une culture peut-être un peu plus avec de la fibre humaine, un peu plus de connexion. Donc, la performance, c'est essentiel. Maintenant, on s'est mélangé un petit peu les pinceaux au fil des ans, au fil de l'évolution. Donc, les gens
Tu sais, des fois, vous dites comme, ah, une entreprise où ce qu'on me demande de travailler plus, ou moi, je suis tellement pas dans la performance. Donc, on va entendre beaucoup des phrases comme ça, un peu comme si les gens veulent se dissocier, de dire, ben, moi, je ne suis pas dans la performance. Alors que la réalité, c'est que pour évoluer, pour s'épanouir, très souvent, il faut performer. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on performe qu'on est épanoui. Le gros problème, c'est qu'on a associé la performance à la personne. Un peu comme si notre valeur intrinsèque, qui on était fondamentalement, était associée à notre performance comme humain. Donc, là, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué. Puis c'est là qu'on a réalisé qu'on faisait peut-être un peu un faux pas, de dire, attends, une personne qui est productive n'est pas nécessairement épanouie. Par contre, une personne qui est épanouie va peut-être être productive et performante. Et là, on a fait un retour du balancier vers comment on peut rendre nos employés un peu plus épanouis, comment on peut inviter les gens à s'épanouir aussi à l'extérieur du travail et un peu avoir cet équilibre-là de travail, vie personnelle, un peu dont on a parlé. Donc, je pense qu'il faut faire un retour à comprendre que la performance, au final, c'est une question d'efficacité. Et c'est dur de parler de performance sans parler d'efficacité parce que la performance, on peut en avoir une bonne comme on peut en avoir une mauvaise. Qui a déjà assisté ici à une mauvaise performance artistique? Donc, la performance, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps bon. Par contre, on veut avoir un niveau de conscience de dire, est-ce que je fais la bonne chose? La job qu'on me demande de faire ou ma job de leader? Est-ce que je passe mon énergie, mon temps dans ce qui va me rapporter le plus? Donc, il y a une sélection là, ici, là, de dire, est-ce que je fais d'abord avant tout les bonnes choses? Comme on va demander à nos employés de faire la bonne tâche, parce qu'on croit que c'est ce qui va donner le meilleur retour sur investissement ou le meilleur impact sur notre service à la clientèle ou l'expérience client, bien, on veut avoir cette réflexion-là de dire, d'abord, avant tout, la performance, c'est faire la bonne chose. Être efficace, c'est être performant et c'est de faire la bonne chose. Performance. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est performant qu'on est excellent. Et là, on ouvre un autre pan qui est comment loin tu veux aller, toi? Parce que l'excellence, c'est l'efficience. Donc, on peut être tout autant efficace sans être efficient et on peut être tout autant efficient sans être efficace. Donc, on peut être excellent à faire quelque chose, mais ce n'est pas du tout utile, tu comprends, dans l'entreprise où les temps ont changé. C'est le temps de changer un peu la gear, de shifter. Donc, c'est une amalgamation à un moment donné. C'est pour ça que j'aime tellement le thème de la performance à l'excellence parce que, il faut un peu faire la paix avec l'idée de la performance, ramener c'est quoi, être clair sur ce que c'est, et par la suite s'assurer que tout le monde dans notre organisation, qu'on soit un entrepreneur ou un repreneur, dire c'est quoi les choses qui sont les plus optimales? Ce qu'on va appeler souvent la loi de Pareto, le 80-20. Est-ce qu'on peut d'abord voir en quoi est-ce que moi-même je suis le plus performant? C'est quoi les bonnes choses qui vont faire que je vais être le meilleur leader, que je vais être au service de mes employés ou les employés, c'est quoi la tâche qu'on me demande de faire? Est-ce que je suis précis et clair là-dessus? C'est quoi la vision? Clarifier tout cela. Et par la suite, de comprendre que là, il y a des strates d'excellence. Comment longtemps tu es prêt à faire une tâche, de l'améliorer continuellement, de toujours te mettre à jour, de te pratiquer, d'accepter d'avoir du feedback. Bien là, c'est là qu'on rentre dans l'excellence. On peut penser à l'excellence athlétique, l'excellence culturelle, mais ces gens-là pratiquent la bonne chose, sont performants, sont efficaces, et ils ont décidé d'ouvrir une brèche d'excellence, d'aller creuser dans l'efficience, de mettre des heures, de se pratiquer, de continuer à se former, de se remettre en question. Là, on rentre dans l'excellence et l'efficience. Donc, d'entrée de jeu, là, c'est la réflexion que je te déposerais, que il y a eu une confusion et il y a beaucoup de gens, tu sais, moi, souvent, on dit, ah, ben moi, Martin, là, je voudrais améliorer mon chiffre d'affaires, mais je ne suis pas dans la performance. Attends, on va revenir aux choses. Il ne faut pas avoir peur de regarder la performance pour ce qu'elle est. Et par la suite, tu décideras ce que ça veut dire pour toi. Et là, tu décideras comment loin, toi, tu vas aller dans ton excellence. Sinon, ben, on va rester dans la stagnation, puis on va peut-être un peu plus tourner en rond en se racontant des histoires comme ça, de dire, ouais, mais nous, on n'est pas dans la performance. Il faut réaliser qu'on peut humaniser la performance, qu'un humain, c'est un fruit, et il faut l'arroser. Donc, à un moment donné, il faut prendre soin de notre monde, il faut être à l'écoute de notre monde, il faut avoir des bonnes communications. Ça, ce sont des bonnes choses à faire. C'est la performance. Ça fait partie de la performance, tous ces dialogues-là. Après, comment loin on veut aller comme équipe,
comment loin on veut aller comme entrepreneur ou repreneur, ben, il y a la notion de temps qui est importante là-dedans. C'est impossible de parler d'excellence sans parler de temps. Respecter le temps. Être entouré de mentors. Être capable d'avoir du feedback. Être capable de continuer à travailler sur soi. Mettre du temps à pratiquer. Avoir des évaluations. Tout ça nous amène plus vers de l'excellence. Tout à fait. Puis tu touches plusieurs points sur lesquels je vais rebondir, Martin. Mais je vais les prendre un à un pour te laisser le OK. temps de pouvoir C'était une répondre. longue réponse, désolé. Une réponse de 7 minutes. C'est une réponse de conférencier aguerri. Oh my God. Je parle tellement pas il faisait des clips là, pour faire des stories ou des shorts. C'est comme c'était trop long. Là, c'est correct. On va leur travailler, Martin. Merci. Merci à Bronco. Merci aux techniciens. C'est bon. Mais l'idée du thème du sommet m'est venue d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui s'appelle justement « De la performance à l'excellence », puis l'auteur est Jim Collins. Et dans son livre, Collins s'est amusé, c'est dans les années 90, Collins s'est amusé à regarder qu'est-ce qui fait la différence avec des grandes sociétés américaines, mais qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise qui réussit et qui est pérenne, d'une entreprise qui réussit momentanément. Donc, il y a des entreprises qui sont très performantes, puis tu l'as très bien illustré dans tes propos. Donc, on peut être performant pour avoir des résultats immédiats. Mais quand on est dans l'excellence, ça nous permet d'être dans la performance, mais de durer dans le temps. Donc, c'est ce que Collins voit. Puis dans son livre, le premier élément, le premier dénominateur commun des entreprises qui étaient dans l'excellence, c'est le qui. Donc, avec qui tu t'associes, qui tu es comme personne et qui tu regroupes autour de toi pour former une équipe qui est homogène, qui vise l'excellence pour atteindre des zones de performance. Donc, tu vois, là, t'es pile poil. Un autre élément que tu touches, puis je pense que ça prend vraiment beaucoup d'importance, ça devrait prendre beaucoup d'importance dans la tête de chaque entrepreneur, dans chaque repreneur, hommes et femmes, c'est le côté humain. Donc, ce qu'on voit, à mes yeux, à moi, la COVID, puis on n'entre pas là-dedans, mais la COVID, il y a 2 facteurs dans la COVID. Pour moi, mondialement, c'est une des premières fois, sinon la première fois dans l'histoire de l'humanité que j'ai vu à peu près tous les pays du monde confirmer qu'il y avait un virus. Donc, j'ai jamais vu les pays du monde entier d'accord sur un sujet. Exception de 2 pays, là. Mais tous les autres pays du monde ont dit, écoute, il y a un virus. Donc, ça, on s'entend là-dessus. L'autre élément sur la COVID, c'est que c'est un accélérateur de choses. Donc, on voit là, depuis déjà l'arrivée de la COVID, c'est qu'il y a le pied sur l'accélérateur, il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup qui arrivent. Et là, tu as touché un élément qui est important, c'est le volet humain. Parce que la technologie est là pour répondre à l'humain et non pas pour faire l'humain un esclave de la technologie. Et c'est pour ça, moi, que je parle, dans les modèles d'affaires, on parle du B2B, du C2C, mais moi, je parle du H2H, de humain à humain. Et ça, j'aimerais t'entendre parler parce que je sais que tu as une vaste expertise, une vaste expérience, tu fais beaucoup de conférences et d'interventions là-dessus, mais sur l'importance de valoriser l'humain à l'intérieur de tous les processus à l'intérieur de l'entreprise, Martin. Il y a tellement de façons de faire ça, de valoriser l'humain. Donc, évidemment, dans nos valeurs, c'est sûr que comme entreprise, on veut vivre nos valeurs. Dans beaucoup d'organisations, malheureusement, on va faire un exercice de valeurs et par la suite, les valeurs vont se retrouver sur une affiche derrière le bureau ou dans la salle de conférence. Mais est-ce qu'on incarne nos valeurs? Est-ce que lors de des réunions, on se dit, admettons, une conférence que j'avais faite pour une très grosse organisation, que leur première valeur, c'était le plaisir. Lors des meetings, c'est comment vous avez eu du fun cette semaine. Et ils écoutent des histoires de des employés de service à la clientèle, des dirigeants, des vendeurs qui ont eu du plaisir ou comment on peut amener du plaisir. Par la suite, si l'intégrité fait partie de la business, ça fait aussi partie des dialogues où quand on prend une décision, comment on peut imprégner notre décision, notre vente d'intégrité ou de peu importe. Et quand comme leader, comme entrepreneur ou repreneur, quand on comprend que faire cet exercice-là de valeur, c'est notre opportunité de venir injecter directement l'humanité dans notre organisation et le célébrer lors d'un congrès, lors d'une conférence, lors de des meetings, à place de juste parler des chiffres, parce que ça, on n'a pas de problème de parler des chiffres. Les fichiers Excel, les projections, let's go, ça y va. Mais souvent, on oublie la fibre humaine. Je vais donner un exemple, tu sais, comment tu illustres cela. Moi, quand je fais des conférences, une des choses que je demande tout le temps aux clients, c'est de leur dire, OK, vous parlez que ça, c'est votre vision.
Et c'est important d'avoir une vision. Hein. Hélène Keller, j'adore cette citation-là, je la répète souvent dans mes conférences, de dire, cette femme-là qui était aveugle disait comme, la pire chose que d'être aveugle, c'est d'avoir la vue, mais pas de vision. Donc, comme entrepreneur ou repreneur, tu t'en vas où? Est-ce que ta vision, elle est audacieuse? Quel impact ça va avoir? Comment ça va faire bouger les choses? Comment est-ce que les clients vont être heureux? Comme c'est quoi le future self? C'est quoi la vision qu'on vise? Et elle doit être audacieuse et c'est normal qu'elle fasse peur. Par contre, ce que j'aime de rappeler aux entrepreneurs, c'est de dire qu'on ne s'élève pas à la hauteur de notre vision. On s'élève à la hauteur de nos standards. Et nos standards, c'est cette vision-là va se refléter comment dans notre agenda, au quotidien, dans nos actions. Donc, moi, j'aide les entreprises à leur montrer que c'est faisable. Alors, je vais dire aux entreprises, je vais dire, OK, pouvez-vous me donner des exemples concrets, 3 exemples de des employés ou un dirigeant, peu importe, de quelque chose qui a été fait concrètement et spécifiquement, qui est en lien avec vos valeurs, que je peux raconter sur scène devant tout le monde, devant les 500 congressistes. Mais ils ne savent pas que je vais le raconter. Bien, souvent, ils vont dire, oui, on a des histoires comme ça, mais ça les force à aller chercher l'humanité dans leur business parce que souvent, ça va tellement vite qu'ils l'oublient. Mais ces histoires-là doivent être racontées parce que c'est ton brand, c'est ta culture. Les gens oublient que la façon dont tu mènes va refléter ta culture. Donc, si tu ne mènes jamais en mettant en exemple et en citant des exemples humains, d'excellence, de différenciation, de des gens qui ont fait la bonne chose au bon moment, la bonne tâche, et voici ce que ça a donné comme résultat pour notre entreprise, jamais les employés vont dire, ben, hey, nous, c'est ce qu'on fait, puis ils vont décider eux-mêmes d'élever leur humanité. Donc, il y a une femme, un congrès auquel je participais, elle et son mari ont un gros hôtel en Colombie-Britannique qui s'appelle à Terrace en Colombie-Britannique. Je donne un exemple bien simple. Il y avait à peu près 50% de leurs résidents qui étaient des gens qui travaillaient dans l'Ouest et qui passaient quasiment la moitié de leur année à l'hôtel, François. Okay? Donc, c'est beaucoup de temps là, pour une personne loin de sa famille, loin des enfants, loin de l'épouse. Tu manques beaucoup d'événements. Donc, une entreprise qui est dans la performance peut facilement se dire, gars, on fait la bonne chose, les lits sont propres, les ménagères nettoient les chambres, on est dans la transaction, le client paie pour le service, on lui donne le service, on donne le déjeuner, tout est beau. Ça, c'est performance. Maintenant, l'excellence. Cette femme-là, okay, elle et son mari, là, j'ai oublié leur nom, mais le mari, c'est Andrew, je pense que c'est Shannon, Andrew et Shannon. Ils ont décidé, d'organiser un souper de Thanksgiving, donc un souper là, de l'Action de grâce. Elle-même, elle a fait cuire 5 jambons. Elle a fait, je crois, pour 10 litres de patates, 8 litres de sauce et des desserts pour organiser un souper avec un genre d'esprit de famille avec ses résidents qui passent beaucoup de temps là. Là, François, on est dans l'excellence et dans l'humanité, dans le wow. Ouais. Parce que ces gens-là qui ont vécu ça, à tout jamais, sont en train de raconter l'histoire de ce jour-là où un propriétaire d'hôtel a organisé un souper qu'ils n'attendaient pas du tout pour leur rappeler que quand ils viennent à notre hôtel, c'est un peu comme un chez-soi. Et on va vous traiter comme ça. On va même aller plus loin que la performance qu'on t'a promis, mais on va mettre de l'humanité. Donc, il y a des gens qui vont appeler ça créer des wow. Mais c'est pour ça que c'est important d'être clair avec les employés que peu importe ton niveau, que tu sois au service à la clientèle, employé de première ligne, tout le monde a l'opportunité d'être un leader. Tout le monde a l'opportunité de performer et tout le monde a l'opportunité aussi de faire des wow et d'exceller. Donc, si on est pris, par contre, dans les métriques, dans les mesures qui sont importantes, là, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne sont pas importantes, mais combien de fois est-ce que souvent les entreprises vont faire appel à mes services pour augmenter la performance financière, productivité, leadership, diminuer des statistiques qui ne sont pas nécessairement reluisantes dans l'entreprise et qui coûtent cher à l'entreprise, ou est-ce qu'au final, on va venir colmater un peu de trucs dans performance, mais finalement, on va s'investir dans des choses qu'ils faisaient déjà bien, mais ils n'allaient juste pas assez loin dans leur excellence, dans leur humanité, dans le sens que ça allait vouloir dire et dans la célébration de ces actions-là que tout le monde peut faire pour humaniser l'entreprise et humaniser la performance au final. Donc ça, c'est un exemple.
Tout à fait, c'est très, très, très pertinent. Puis j'aime bien parler, puis je pense qu'on a déjà abordé le sujet ensemble, Martin, des 4 savoirs. Les 4 savoirs, puis l'intégration des technologies, parce qu'on ne peut pas passer à côté de l'intégration des technologies aujourd'hui. Puis de toute façon, même si on se rebiffe sur les technologies, on ne peut pas arrêter le changement, on ne peut pas arrêter le progrès. Donc, dans le savoir, il y a le savoir qui est pur, donc l'information. Après ça, on va parler du savoir-faire, du savoir-être. Et c'est là que les technologies doivent prendre, à mes yeux, à moi, doivent prendre leur place. Donc, dans le savoir-faire, parce que le savoir-être va être attitré à l'humain. La technologie étant ce qu'elle est, donc, c'est pas de voler des jobs, mais c'est vraiment d'arriver puis d'avoir un support. Donc, de supporter l'humain dans son développement, dans la quête d'excellence qui, de toute façon, va apporter de la performance. Et le fait de bien gérer, de bien modeler le savoir, savoir-faire, savoir-être, mais ça permet à l'humain de se retrouver dans le savoir durable. De là, la pérennité que je faisais référence tantôt dans le livre de Jim Collins. Mais toi, là, ce que tu vois là, dans tes interventions, dans tes coachings, puis dans tes conférences, comment ce savoir-là se transmet à l'intérieur de l'entreprise, puis comment on devrait considérer de le transmettre, ce savoir-là? Bien, il y a une grande partie de ta question. Moi, j'aime toujours de quand même revenir sur est-ce que les gens ont une vision claire de où est-ce que l'on va? Donc, c'est sûr que cette notion-là d'avoir une vision et de la partager. Beaucoup de personnes ne savent pas la vision de l'entreprise. Okay? Ils ont été embauchés parce qu'ils pouvaient remplir tout simplement un poste à qui on donne une tâche. Donc, ils ont été embauchés de façon transactionnelle. Il n'y a eu aucune forme d'embarquement, onboarding que l'on appelle. Et cette personne-là n'a pas nécessairement de lien ou de sens. Donc, c'est sûr que d'abord, d'avoir une période d'embarquement ou des fois même juste rallier les troupes de nouveau pour dire, hey, on a travaillé fort dans la dernière année, là, on va juste reparler de la vision. On peut même rentrer en mode co-création. Donc, tu sais, de demander l'opinion des gens. Qu'est-ce que vous entendez, vous, auprès des clients? Qu'est-ce que vous entendez en entreprise? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Il ne faut pas avoir peur de demander du feedback. Il ne faut pas avoir peur d'être challengé comme entrepreneur ou repreneur. Sinon, on est toujours en mode parent-enfant où ce qu'on parachute notre vérité, on parachute nos guidelines, on parachute la direction qu'on prend, c'est correct. Mais à un moment donné, les gens vont manquer d'autonomie. Et quand on réalise dans certaines études scientifiques qu'un des plus gros leviers de motivation, c'est une personne qui se sent empuissancée, une personne qui a une forme d'autonomie, qui n'est pas toujours en train d'attendre, je vais me dire, m'attendre qu'on me dise quoi faire. Bien, quand les employés font partie de la co-création, du dialogue sur la vision, du dialogue sur les standards, de qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, qu'est-ce qu'on fait comme tâche, bien, à un moment donné, à la place de déléguer une tâche à un employé, on peut aussi lui déléguer une responsabilité. Et tout le monde va être très fier d'avoir une responsabilité parce que ça devient ton département, ça devient ton poste, ça devient ta responsabilité. Donc, s'il y a des erreurs, c'est OK de faire une erreur, mais tu vas grandir, tu vas apprendre quelque chose. Sinon, on voit souvent des dynamiques de des employés qui vont constamment se rapporter à leur supérieur, constamment se rapporter à leur directeur, dire c'est-tu correct ce que j'ai fait? C'est-tu beau ce que j'ai fait? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Et finalement, les dirigeants, les DRH, les leaders, ce sont un peu comme des pompiers qui éteignent des feux parce qu'ils ne font pas l'acte de foi et le travail ou le temps de dire comment je peux empowerer mes employés, leur donner des responsabilités en les faisant participer à ces discussions-là, en leur expliquant pourquoi on choisit d'aller là. Qu'est-ce que vous autres en pensez? Voici pourquoi on ne va pas là. Sinon, il y a des non-dits, et là, les gens vont se mettre à se faire toutes sortes d'histoires au sein de l'organisation, de dire, ah, ben, ils ne font pas ça à cause de, ou, et là, les gens assument. Et finalement, ben, les pinceaux finissent par se mélanger, la toxicité se mélange là-dedans, les gens se sentent désengagés. Donc, tu sais, il faut se poser la question de dire comment on peut engager dès le départ le plus possible, dès l'embauche, dès les entrevues, dès la formation des employés, quand on fait des conférences, des congrès. On ne peut pas trop investir de temps à écouter nos employés, à dialoguer avec eux autres, à être au clair avec les faits que ça se peut qu'ils nous challengent des fois. Et, une bonne petite pointe de tarte d'humilité, des fois, ça ne fait pas de tort à personne. On peut en sortir grandi. Mais il y a tellement de choses dans lesquelles, tellement de directions dans lesquelles on peut aller que moi, j'aime beaucoup revenir sur ces fondamentaux-là. Si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, et si tu ne sais pas à quel point les gens sont clairs sur voici ce qu'on tente d'accomplir comme organisation et comment ça va se transposer dans notre agenda, dans tes actions, dans ton poste à toi, et lui donner cette responsabilité-là de dire ta job, c'est d'améliorer ce poste-là. En quoi peux-tu créer plus de wow? En quoi tu peux devenir meilleur à performer là?
faire de l'efficience en même temps, toujours arriver avec des idées, dire hey, on pourrait faire ceci pour l'améliorer. On est correct, on est dans cette dynamique-là. Déjà là, c'est une grosse partie que les entreprises peuvent faire des progrès énormes en entreprenant là, cette avenue-là. Puis de créer davantage d'autonomie, d'implication, d'engagement, parce qu'on parle souvent d'engagement à l'intérieur des entreprises, hein, mais pour avoir un meilleur engagement, il faut d'abord favoriser que cet engagement-là prenne forme et d'accorder de la latitude aux employés. Tu as soulevé un point. Exactement. C'est super important. Et ça, on en parlait avant d'aller en ligne, il y a encore beaucoup d'organisations qui sont encore pognées dans des anciens paradigmes et c'est ce besoin de contrôle. Ouais. Donc là-dedans, on pourrait ouvrir une autre discussion qui est l'ego, la perte de contrôle, les peurs qui sont associées à ça. Mais la réalité, c'est qu'un employé qui va s'épanouir est un employé qui est engagé. Un employé qui va être engagé, c'est un employé qui a l'impression de s'épanouir. Ça veut dire qu'il va avoir des défis, ça va être parfois difficile, il va échouer, la performance ne va pas être à la hauteur à l'occasion et il va se le faire dire. C'est important qu'il entende ça. Ouais. Et là, après, le manager peut coacher son employé. Là, après ça, on peut rentrer dans dire OK, parfait, ça arrive à tout le monde. Plutôt que d'aller taper sur la tête de l'employé et dire encore une fois, tu l'as mal fait, encore une fois, je t'avais dit de faire ça. Non, laisse l'employé prendre son initiative. Crée des dialogues pour transférer la responsabilité. Lentement, sûrement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. C'est juste que ce sont des pistes de réflexion et des hypothèses qu'on émet souvent dans des entreprises qui vont frapper un plafond ou que ça tourne en rond et qui ont ce désir-là d'aller vers plus d'excellence, plus de performance, mais c'est pas clair. Exact. Puis ça m'amène à un autre point, Martin. Puis là, le temps file, puis ça va être la dernière question, puis je vais te libérer après parce que je sais que tu as des engagements aussi. Mais la communication. OK? Et la communication, c'est un enjeu sociétal aujourd'hui. C'est un enjeu mondial. Donc, moi, je dis souvent, il n'y a jamais eu autant de moyens de communiquer aujourd'hui. Pourtant, les gens communiquent mal. Et un manque de communication, ça va amener une fracture à l'intérieur de nos modes d'opération. Et c'est un frein à l'atteinte de l'excellence et de la performance. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus sur la communication, puis peut-être quelques idées, quelques stratégies pour améliorer sa communication puis la rendre plus efficiente. C'est une excellente question. Puis encore une fois, on pourrait faire un podcast de des heures là-dessus. Okay? Parce qu'évidemment, dans toute forme de communication, il y a la forme, il y a le fond. OK? Il y a le contenu, il y a le contenant. OK? C'est sûr qu'on a multiples formes de communication maintenant. Par contre, peu importe le format de communication aujourd'hui, qu'on soit virtuel, qu'on soit en ligne présentement, qu'on soit en réunion, il ne faut pas oublier que c'est un humain derrière qui émet la communication. Et un humain a des traits de personnalité. Donc, est-ce que je suis capable de faire une lecture, donc d'abord et avant tout une lecture de moi-même, je communique comment comme humain? Est-ce que je suis au clair? Quels sont mes traits de personnalité qui font que je communique de telle façon ou que je ne communique pas de telle façon? Donc, il y a des tests qui sont connus là, en entreprise, il y en a plein, mais disons qu'on utilise juste celui du Big Five, donc qui sont les 5 grands traits de personnalité que portent chacun des humains sur Terre à différents degrés. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Par contre, c'est important de savoir lesquels qu'on a un petit peu plus, nous, en avant comme personne. Donc, si tu es un extraverti et que toute ta vie, ça t'apparaît très facile de communiquer une idée, ça t'apparaît très facile de faire rire les gens, de créer des dialogues, de rentrer en communication avec les gens. Mais tu ne comprends pas que des fois, comme extraverti, ça va t'arriver de sacrifier le futur pour le présent. Parce que tu es plus enclin à des sources dopaminergiques. Mais si tu ne connais pas ça de toi, tu peux passer une vie à communiquer et de jamais raisonner avec des gens qui sont peut-être un peu plus introvertis et que, tu comprends? Parce qu'il n'y a pas résonance, tu ne leur laisses jamais la parole. Tu n'as pas appris à te taire dans des moments où tu devrais plus être en écoute. Les gens qui sont dans l'agréabilité, donc les personnes qui vont passer leur vie à vouloir plaire les gens, à les rendre heureux, à se faire aimer, c'est OK. On va voir ça souvent dans les industries du service. On va voir ça souvent dans des gens qui sont dans des vocations. Là. C'est quelque chose qui est important pour eux. Mais toute leur vie, s'ils ne communiquent pas leurs limites, s'ils ne communiquent pas leurs paramètres, c'est sûr qu'ils vont rentrer en des problèmes communicationnels. Le problème, c'est qu'on pense que la communication, c'est comment tu parles, performance, comment tu le fais, l'éloquence, la clarté, oui.
Mais à l'intérieur de ça, il faut se connaître. Donc, il faut aller activer son potentiel, se connaître. Et si on est un leader, il faut aussi être capable de faire la lecture de nos employés ou de nos dirigeants pour dire comment est-ce que je pourrais mieux communiquer avec lui, comment je peux m'adapter, comment je peux ajuster mon curseur quand je parle à mon directeur qui est très introverti, mais qui a des idées exceptionnelles. Comment je peux mettre les conditions en place pour le faire parler et moi me taire un peu plus. Donc, il y a tout l'aspect là, de communication. Puis évidemment, on ne peut pas parler de communication sans parler de pourquoi tu ne communiques pas. Donc, c'est très difficile de parler de communication sans parler de si tu ne communiques pas, souvent, c'est peut-être parce que tu fais de l'anxiété. C'est peut-être parce que, tu comprends, tu fais une forme d'évitement. Qu'est-ce qui est à la source de ça? Comme personne, il ne faut pas avoir peur de faire ce genre d'introspection-là. Et par la suite, de voir comment que je peux peut-être affronter cela, m'exposer à cela pour devenir un meilleur communicateur. Parce qu'au final, si je ne dis pas ce que j'ai à dire, si je ne communique pas les messages importants que j'ai à dire à mon supérieur, à un collègue, à mon conjoint, à ma conjointe, je vais rentrer un peu dans un enfer non communicationnel où je vais être extrêmement insatisfait et je vais me mettre à tolérer et à endurer, mais finalement, à quel prix? Au prix de sa santé physique, très souvent, au prix de sa santé mentale. Donc, la communication, là, François, c'est extrêmement, extrêmement important. Mais les gens, souvent, vont faire l'erreur de penser que c'est que la forme, alors qu'il y a plein de chemins derrière cela qu'on n'enseigne même pas à l'école, tu comprends, qu'on n'aide pas les gens à réfléchir là-dessus, qui pourtant pourraient faire une si belle différence dans leur qualité de vie, autant personnelle que professionnelle. Excellente réponse. Puis la communication, c'est aussi un acte de courage. Et ça demande du courage de communiquer et de bien communiquer. Puis il faut savoir, à mes yeux, à moi, toute vérité est bonne à dire. Il faut savoir quand et comment le dire. Donc, la communication. Écoute, Martin, le temps est déjà écoulé. On aurait pu passer tout l'après-midi ensemble, toutes les deux. Donc, 100%, oui. C'est vraiment excellent. Pour les gens qui apprécient la rencontre en janvier, on va se revoir sur une activité différente, donc sur un direct. Oui. Sur un direct sur LinkedIn. Donc, vous allez avoir l'occasion de poursuivre l'écoute des échanges entre Martin et moi. Puis Martin, écoute, avant de se laisser, je tiens vraiment à te remercier parce que peut-être que je ne te l'ai jamais dit, mais je vais te le dire publiquement devant tout le monde. C'est que confidence! Confidence, oui, mais tu vas l'apprécier, je suis sûr. Mais tu es une des personnes qui a transformé ma vie et qui fait que je suis aujourd'hui dans un mode de coaching, de formation, puis de conférence. Donc, grâce à toi, je me souviens de la toute première rencontre qu'on a eue ensemble. On a connecté ensemble et tu as fait partie de tout ce processus-là qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Et regarde, aujourd'hui, on est sur un sommet de 14 jours avec des conférenciers, avec des thématiques excitantes, palpitantes. Donc, des conférences qui durent un 30 minutes, puis peut-être un petit peu plus, un petit peu moins dans certains cas, là. Mais tu fais partie de tout ce processus-là et je tiens à te remercier, Martin. Merci beaucoup, François. Ça me touche sincèrement, juste que tu le saches. Oui, c'est bon. Je suis content que tu l'aies mentionné, ça me touche. On a vécu beaucoup de choses, donc je suis très, très content. Merci beaucoup, François. Oui, mais merci à toi. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent ce midi ou toutes les personnes qui se posent la question, est-ce que la rediffusion va être disponible? Oui, la rediffusion est disponible sur la page web du sommet. Je vous invite à suivre les autres conférences qui s'en viennent dans les prochains jours. Donc, toujours entre midi 15 et midi 45. Et encore une fois, un immense merci à Bronco Marketing et GB Studio qui, sans eux, ce sommet-là ne serait pas possible. Donc, merci François, bravo à toi. Et bravo à toi parce que, tu sais, des gens qui vont mettre le porte-étendard de l'entrepreneuriat, le reprenariat, il y a tellement d'enjeux là-dessus, il y a tellement d'entreprises qui vont être en souffrance si on ne forme pas la relève, si on n'incite pas les gens à leur faire comprendre qu'ils peuvent aussi être repreneurs. Je veux dire, puis 2 semaines sur ce sujet-là, François, là. Alors, regarde, c'est absolument, vraiment bravo, chapeau bas à toi et à toute l'équipe, là. C'est un sujet très, très important. On oublie que les petites entreprises et les entreprises, autant au Québec qu'au Canada, là, c'est notre oxygène. C'est extrêmement important. Donc, pourquoi pas leur accorder du temps et leur tendre la main en leur offrant des réflexions comme ça. Bravo, bravo. Oui, puis passer au suivant dans notre savoir. C'est bon. Merci, Martin, et à très bientôt. Au revoir tout le monde.